Merci Bernard. Donc avant que je développe ce point-là, juste un tout petit rappel. Donc si je fais le résumé, on a identifié les normes auxquelles il fallait qu'on réponde. On a fait le lien entre ces normes et notre produit en identifiant des risques et des choix qu'il fallait absolument soigner, entre guillemets. Ensuite, on est passé en mode design et on a mis en application les quelques règles concernant la CEM que Bernard vient de vous rappeler. Donc, à partir de là, on se retrouve aujourd'hui, à ce moment-là pardon, du projet, on se retrouve avec un prototype fonctionnel qui n'est peut-être pas dans son design définitif, mais qui est quand même très représentatif du produit final. Et donc, à ce moment-là, Nexio, nous et nos consultants vont plutôt vous conseiller de vous embarquer dans la rédaction d'un plan de test. Et je peux, notamment pour les startups et les PME, je peux raisonnablement comprendre que ces sociétés-là se demandent l'utilité de s'embarquer dans un plan de test, alors qu'au départ, on n'a pas forcément les compétences CEM très très avancées. Mais là où ça va devenir important pour cette société-là de s'embarquer dans la rédaction d'un tel document, c'est notamment d'un point de vue de l'équipement dont elle a la charge de développer, c'est d'identifier ou de préciser, si ce n'était pas déjà fait, les performances essentielles du produit. Les performances essentielles, je ne sais pas si c'est une notion qui est très parlante pour vous, mais je reformulerai en disant c'est quoi la promesse, les performances essentielles, c'est la promesse de fonctionnalité que vous faites à vos clients quand vous proposez votre produit. Parce que sur ces performances essentielles, vous allez en déduire également, il va falloir que vous réfléchissiez au mode de fonctionnement, qu'il soit unique ou plusieurs modes de fonctionnement que vous allez mettre en œuvre pour faire les essais CEM. Vous pouvez raisonnablement et facilement imaginer que si je mets mon produit en stand-by, eh ben, il ne va pas générer les mêmes perturbations que si je lui fais faire tourner son électronique à plein régime. Et donc l'idée, ce n'est pas de faire le moins 10 ans ou le plus 10 ans, c'est de définir les modes de fonctionnement qui vont se rapprocher au plus d'un fonctionnement nominal, tout en essayant autant que possible qu'il soit le plus, entre guillemets, pénalisant, le plus élevé en termes de génération de perturbations, dans l'état d'esprit de dire qui peut le plus, peut le moins. Ça va également vous amener à réfléchir à vos critères de défaut. La norme auquel vous devez répondre va vous dire comment, dans une configuration d'équipement victime, comment on va l'agresser en fonction du secteur, en fonction de ses caractéristiques. Mais la norme ne va pas vous dire à quel moment on va déclarer votre produit en défaut. C'est à vous de définir ces défauts et les tolérances associées. Et ces défauts-là sont naturellement liés aux performances essentielles que vous allez, entre guillemets, vendre à votre clientèle. Une fois que j'ai identifié et défini ces critères de défaut, je vais effectivement définir tout le processus et éventuellement les moyens matériels et logiciels qui vont être nécessaires pour le mettre en œuvre. Et à partir de là, je vais définir une stratégie et des moyens de contrôle pour observer ces critères de défaut et que je puisse dire de manière assez fine à quel moment mon produit s'est mis en défaut et à quel niveau d'agression. D'un point de vue des essais à réaliser, effectivement, ce document va vous permettre de les lister, donc de lister l'ensemble des essais que vous allez devoir réaliser en fonction de la norme de référence, du type de produit, etc. De spécifier les essais à réaliser, peu importe les prestataires. Et quand je dis prestataire, je parle de laboratoire certificateur. Ce qui va du coup vous permettre, suite à la soumission de ce plan de test auprès de vos sous-traitants potentiels, ça va vous permettre également d'évaluer objectivement les approches et les propositions de ces organismes, sachant qu'ils n'ont pas tous les mêmes techniques, les mêmes stratégies pour répondre à vos demandes. Un petit point de détail en complément, c'est de dire que dans un contexte où vous, société, vous proposez, vous vendez vos produits à des intégrateurs, le plan de test CEM va être à minima très apprécié, sachant que ça démontrera votre souci et votre sérieux pour prendre en compte ces problématiques-là. Et dans un certain nombre de domaines, c'est même pire que ça, puisque ce document vous sera exigé. Donc, qu'est-ce qu'il doit contenir?
c'est en quelque sorte un rappel, mais pour bien qu'on soit précis. D'un point de vue des essais, je vais lister les normes, détailler les essais que je vais réaliser ou pas, détailler les bandes de fréquence et les éléments de réglage des instrumentations, qui souvent sont donnés dans les normes, hein, en tout cas pour certaines, décrire des montages d'essais et rappeler les niveaux d'agression qu'il faut que j'applique sur mon produit et les limites que mon produit ne doit pas dépasser. Mais encore une fois, ça effectivement, c'est l'évidence. Mais le point essentiel et le pourquoi vraiment on vous conseille de faire ce plan de test, c'est pour que vous ayez un document de référence qui va rappeler le ou les modes de fonctionnement que vous avez définis et peut-être même pourquoi vous les avez définis. Rappeler les critères de défaut et leur tolérance. Décrire les moyens de contrôle qui vont permettre de contrôler ces défauts, sachant que ça n'est pas obligatoirement un PC ou un logiciel maison que vous allez devoir amener dans le laboratoire. Hein. Ça peut tout à fait se contrôler. On peut tout à fait utiliser des multimètres, des scopes, etc. Donc des moyens d'essai qui vous seront mis à disposition par les laboratoires. Et derrière, d'être clair par rapport à la stratégie. Donc, en d'autres termes, à comment et à quel moment on va contrôler l'équipement. Hein, votre produit, il a un temps de réaction. Et donc, évidemment, que vous n'allez pas faire, si votre produit il réagit en 2 secondes, vous allez pas contrôler votre produit au bout de 500 millisecondes. Parce que vous n'aurez pas suffisamment de temps pour vous rendre compte d'un défaut ou pas. D'accord? Et derrière, de définir également les actions que vous aurez à effectuer en cas de défaut constaté.